De plus en plus de célébrités révèlent des faits troublants et il semble que Didi soit de plus en plus isolé du monde du spectacle à mesure que de nouvelles révélations continuent de provoquer des ondes de choc. Snoop Dogg est l'un des derniers à avoir révélé des détails choquants sur la période pendant laquelle il a vécu dans la maison de Didi. Connu pour être un vétéran de l'industrie musicale et l'un des plus vieux ennemis de Didi, Snoop est plus que ravi de voir Didi incarcéré de façon permanente. Les amis les plus proches de Didi l'ont même abandonné à la suite de certaines des allégations portées contre lui. Snoop Dogg connaîtrait de nombreux secrets sur le mauvais créateur Didi, puisqu'il est dans le milieu depuis tout aussi longtemps. Voici tous les détails. Avant de nous plonger dans les révélations, nous devons examiner la cause sous-jacente de l'animosité permanente de Snoop Dogg à l'égard de Didi. La rancune de Snoop Dogg à l'égard de Didi trouve son origine dans la célèbre rivalité hip-hop entre la côte Est et la côte Ouest dans les années 90. Cette rivalité, qui ne se limite pas à la musique, est née de la rivalité féroce et de l'antagonisme entre les musiciens de Death Row Records de Suge Knight sur la côte Ouest, où Snoop Dogg était un artiste majeur, et Bad Boy Records de Didi sur la côte Est. Le hip-hop de la côte Ouest est dominé par Death Row Records qui compte des artistes légendaires tels que Dr. Dre, Snoop Dogg et Tupac. Leur principal adversaire sur la côte était Bad Boy Records de Didi qui compte des musiciens tels que Lil Kim, The Notorious B.I.G. et tout Junior Mafia. La compétition pour créer la meilleure équipe se transforme rapidement en vendetta personnelle, les deux équipes ayant l'impression de manquer de respect à leur propre culture. Pour Snoop Dogg, Didi et Bad Boy incarnent une esthétique hip-hop qui va à l'encontre de l'ambiance des rues de la côte ouest. Wendy Williams, une célèbre animatrice de radio sur Hot 97, a ajouté à l'attention de l'époque en diffusant de fausses informations sur la vie personnelle de Didi, faisant référence au rappeur qui, selon elle, prétendait être hétérosexuel et gangsta pour échapper à la critique dans un milieu où l'homosexualité était fortement stigmatisée. Elle a fait allusion à l'homosexualité présumée de Didi. Les affirmations de Wendy ont contribué à l'histoire plus large de la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest, exacerbant une situation déjà conflictuelle. L'attaque virulente de Suge Knight contre Didi lors de son discours de victoire aux Source Awards en 1995 a marqué un tournant dans la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest. Didi était la cible du célèbre commentaire de Knight, qui invitait les chanteurs à rejoindre Death Row s'ils ne voulaient pas que leurs producteurs figurent en bonne place dans les vidéos. Didi était connu pour apparaître souvent dans les clips et les chansons à succès de ses artistes. Suge Knight et Snoop Dogg, parmi d'autres musiciens de la côte ouest, le trouvent envahissant et égocentrique, ce qui divise encore plus les deux groupes. Les sentiments de Knight ont été exacerbés par Snoop Dogg, qui a publiquement critiqué East Coast et organisé le soutien aux albums de Death Row lors du même événement. Ces commentaires signalent une intensification publique de la concurrence. Les tristes décès de Tupac en 1996 et du tristement célèbre B.I.G. en 1997 sont le résultat de l'animosité persistante entre Bad Boy et Death Row. De plus en plus de célébrités révèlent des faits troublants, et Didi semble de plus en plus isolé du monde du spectacle, à mesure que de nouvelles révélations continuent de lui faire l'effet d'une onde de choc. Snoop Dogg est l'un des derniers à avoir révélé des détails choquants sur le temps qu'il a passé dans la maison de Didi. Connu pour être un vétéran de l'industrie musicale et l'un des plus vieux ennemis de Didi, Snoop est plus que ravi de voir Didi incarcéré de façon permanente. Les amis les plus proches de Didi l'ont même abandonné à la suite de certaines des allégations portées contre lui. Snoop Dogg connaîtrait de nombreux secrets sur le mauvais créateur Didi, puisqu'il est dans le milieu depuis tout aussi longtemps. Voici tous les détails. Avant de nous plonger dans les révélations, nous devons examiner la cause sous-jacente de l'animosité permanente de Snoop Dogg à l'égard de Didi. La rancune de Snoop Dogg à l'égard de Didi trouve son origine dans la célèbre rivalité hip-hop entre la côte Est et la côte Ouest dans les années 90. Cette rivalité, qui ne se limite pas à la musique, est née de la rivalité féroce et de l'antagonisme entre les musiciens de Death Row Records de Suge Knight sur la côte ouest, où Snoop Dogg était un artiste majeur, et Bad Boy Records de Didi sur la côte est. Le hip-hop de la côte ouest est dominé par Death Row Records qui compte des artistes légendaires tels que Dr. Dre, Snoop Dogg et Tupac. Leur principal adversaire sur la côte était Bad Boy Records de Didi, qui compte des musiciens tels que Lil Kim, The Notorious B.I.G. et tout Junior Mafia. La compétition pour créer la meilleure équipe se transforme rapidement en vendetta personnelle, les deux équipes ayant l'impression de manquer de respect à leur propre culture. Pour Snoop Dogg, Didi et Bad Boy incarnent une esthétique hip-hop qui va à l'encontre de l'ambiance des rues de la côte ouest. Wendy Williams, une célèbre animatrice de radio sur Hot 97, a ajouté à l'attention de l'époque en diffusant de fausses informations sur la vie personnelle de Didi,
faisant référence au rappeur qui, selon elle, prétendait être hétérosexuel et gangsta pour échapper à la critique dans un milieu où l'homosexualité était fortement stigmatisée. Elle a fait allusion à l'homosexualité présumée de Diddy. Les affirmations de Wendy ont contribué à l'histoire plus large de la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest, exacerbant une situation déjà conflictuelle. L'attaque virulente de Suge Knight contre Diddy lors de son discours de victoire aux Source Awards en 1995 a marqué un tournant dans la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest. Diddy était la cible du célèbre commentaire de Knight qui invitait les chanteurs à rejoindre Death Row s'ils ne voulaient pas que leurs producteurs figurent en bonne place dans les vidéos. Diddy était connu pour apparaître souvent dans les clips et les chansons à succès de ses artistes. Suge Knight et Snoop Dogg, parmi d'autres musiciens de la côte Ouest, le trouvent envahissant et égocentrique, ce qui divise encore plus les deux groupes. Les sentiments de Knight ont été exacerbés par Snoop Dogg, qui a publiquement critiqué East Coast et organisé le soutien aux albums de Death Row lors du même événement. Ces commentaires signalent une intensification publique de la concurrence. Les tristes décès de Tupac en 1996 et du tristement célèbre B.I.G. en 1997 sont le résultat de l'animosité persistante entre Bad Boy et Death Row. Tupac a joué un rôle clé dans le conflit car il était devenu un ami proche et un associé de Snoop. Après la mort de Tupac, Snoop est devenu beaucoup plus rancunier à l'égard de Diddy. Il pensait que la violence qui avait mis fin à la vie de Tupac était en grande partie due à la rivalité entre leurs maisons de disques. En raison de la rivalité intense entre leurs maisons de disques, Snoop Dogg a fait des déclarations insinuant que Diddy aurait pu être impliqué dans la mort de Tupac. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète de ces allégations et qu'elles restent discutables, elles démontrent à quel point l'animosité de Snoop à l'égard de Diddy a duré. Bien qu'il y ait eu de brefs moments où les deux semblent s'être réconciliés, Snoop n'a jamais cessé de critiquer l'image ostentatoire de Diddy dans le monde des affaires. Pour Snoop, qui accorde une grande importance à la crédibilité de la rue et à ses liens avec la culture de la côte ouest, le virage de Diddy vers le hip-hop signifie un éloignement des véritables origines du genre au profit de la commercialisation. L'inculpation de Diddy, précédée d'une perquisition à son domicile, a donné lieu à de nombreuses rumeurs et conjectures. L'intérêt du public a été alimenté par des rumeurs de données cryptées, de pièces cachées et de tunnels souterrains, alimentant la spéculation selon laquelle des preuves incriminantes pourraient bientôt être mises au jour. Beaucoup se tournent maintenant vers Snoop Dogg, qui serait le prochain à divulguer des détails surprenants sur sa période avec Diddy, alors que son monde semble s'effondrer. Snoop, qui a longtemps présenté au public une image d'amitié avec Diddy, se préparerait à faire une déclaration. Selon des proches de Snoop, il éprouve une profonde aversion pour Diddy et estime que les personnes qui font de mauvaises choses doivent être tenues pour responsables. Snoop semble avoir des opinions beaucoup plus nuancées sur Diddy que leur relation apparente. L'évolution personnelle de Snoop est l'un des aspects les plus intrigants de cette histoire en devenir. Après s'être plongé dans la vie d'un gangster, Snoop a eu de gros problèmes judiciaires. Il a été accusé de complicité de meurtre, mais l'affaire s'est soldée par un acquittement. Mais sa vision du monde et sa vie personnelle ont subi une métamorphose spectaculaire. Snoop a fait preuve de franchise dans ses réflexions sur son parcours, expliquant comment il est passé du choix de réagir à la haine par davantage de haine au choix de l'amour. Snoop a expliqué dans des interviews comment cette nouvelle perspective affecte non seulement sa vie personnelle, mais aussi ses projets artistiques. Il admet que son point de vue sur les femmes et les couples a évolué au fil du temps, passant de l'objectivation qui prévalait au début de sa carrière à une position de respect et d'admiration. Cette métamorphose indique un changement plus général dans la perspective de Snoop, ce qui implique que ses éventuelles révélations sur Diddy pourraient être enracinées dans un sentiment de responsabilité et une recherche de la vérité. L'évolution personnelle de Snoop Dogg a influencé son soutien à la réduction de la violence armée, notamment dans la chanson No Guns Allowed qu'il a coécrite avec sa fille Cori Bassey. Snoop utilise sa position pour aborder le problème généralisé de la violence armée et inspirer les gens à suivre une voie plus pacifique en s'appuyant sur ses propres expériences. Le contraste est saisissant avec le nombre croissant d'allégations troublantes concernant Diddy, dont la vie personnelle est en train de s'effondrer en raison d'une série d'allégations troublantes. Chaque fois qu'une nouvelle histoire est révélée, l'image de Diddy en tant que personne puissante et influente qui se dérobe à ses responsabilités est renforcée. Selon les allégations portées contre lui, il était manipulateur et égocentrique, consommait de la drogue et de l'alcool et laissait derrière lui des décennies de traumatisme. Depuis la création de Bad Boy Records en 1933 jusqu'à la révolution de son empire médiatique en 1913, l'ascension de Diddy vers la célébrité et la richesse semble inextricablement liée à un modèle de comportement plus sombre et plus inquiétant.
Les allégations les plus alarmantes ont été révélées le 23 novembre lorsque l'ex-petite amie de Didi, Cassandra Cassie Ventura, l'a poursuivie en justice. Elle décrit des années d'abus, notamment d'agressions physiques, de consommation forcée de drogue et de contrôle coercitif. Dans sa plainte, Cassie décrit une relation cauchemardesque basée sur la coercition et la terreur, au cours de laquelle Didi l'aurait battue et gardée cachée dans des chambres d'hôtel pendant des jours, jusqu'à ce que ses blessures et ses ecchymoses guérissent. La gravité de ces allégations s'est accrue lorsque le producteur Rodney Lil Rod Jones a intenté une action en justice le 24 février, accusant Didi d'une campagne de harcèlement et de violence qui a duré 1 an. La plainte de Jones suggère un réseau plus large d'implication et de silence en nommant d'autres acteurs connus du monde du divertissement, y compris des responsables d'Universal Music Group et le fils de Didi. Certains ont surnommé Didi le Epstein de l'industrie du rap en raison de l'ampleur et de la profondeur de ces allégations qui le placent au centre d'une situation très troublante. Le fait de côtoyer Didi a mis mal à l'aise un certain nombre de ses anciens collaborateurs et musiciens, notamment en raison de son comportement imprévisible, en état d'ébriété et de son attitude dominatrice. Un exemple notable de cette situation s'est produit lors d'une interview au Drink Champs, lorsque Didi a appelé un homme daddy de manière provocante et a fait un commentaire sexuel à un autre homme. Au cours de cette rencontre tendue, le rappeur Fabolous a essayé d'éviter de s'adresser directement à Didi, car il voyait bien qu'il n'était pas à l'aise avec ses actions. Il ne s'agit pas d'un cas unique. Selon son ancien agent de sécurité, Gene Deal, Didi aurait fait cette déclaration surprenante. Si je peux amener un homme à me sucer les parties intimes, je peux amener les gens à faire n'importe quoi pour de l'argent. Cette déclaration a attiré l'attention sur la tendance de Didi à contrôler et à dominer tous ceux qui l'entourent. Snoop Dogg a également révélé des informations choquantes sur les célèbres fêtes de Didi, au sujet desquelles des rumeurs de comportements bizarres et inappropriés circulent depuis longtemps. Les fêtes de plusieurs millions de dollars qui attirent des foules de plus d'1 millier de personnes sont souvent assorties de restrictions vestimentaires moins strictes et d'un approvisionnement illimité en alcool et en drogue. Mais ce n'est pas seulement l'excès qui dérange les gens, c'est la façon bizarre dont elles sont organisées. De nombreux professionnels affirment que Didi ne respecte pas la confidentialité et utilise ces rassemblements pour satisfaire ses désirs sexuels les plus extrêmes. De nombreux rappeurs sont apparemment trop effrayés pour y assister, car ils craignent d'être contraints de participer à de telles activités, en particulier à la lumière de la propension présumée de Didi à faire des expériences sur des garçons. Didi se présente en public comme un coureur de jupons, mais sa vie réelle semble très différente. Les personnes qui le connaissent de bien ou qui ont accès à ses affaires privées supposent que sa vie personnelle ne correspond pas à son image publique, ce qui inquiète et effraie les personnes qui ont été invitées à ses soirées. L'histoire des relations amoureuses de Didi, en particulier avec les hommes, fait l'objet de conjectures et de spéculations. Il a approché des rappeurs qui se sont montrés peu enthousiastes, faisant preuve d'audace dans ses démarches. Il n'hésite pas à montrer son côté séducteur aux hommes en public. Une association notable qui a attiré l'attention est celle avec le directeur musical André Harrell, qui a joué un rôle déterminant au début de la carrière de Didi. Didi a toujours manifesté sa reconnaissance et son respect pour Harrell, mais des rumeurs laissent entendre que leur relation a dépassé le cadre des affaires. La dynamique complexe de la vie personnelle de Didi, notamment en ce qui concerne son ex-femme, Kim Porter, a donné lieu à d'autres conjectures. Cette dernière se serait méfiée de la relation entre Didi et Harrell. Surtout après qu'elle a affirmé avoir contracté une MST auprès de lui. Elle devait révéler dans son prochain livre qu'elle avait été victime de cette maladie alors qu'elle sortait avec Didi, ce qui soulève des questions sur des problèmes plus graves dans leur relation. Clive Davis est une autre personne importante dans l'ascension de Didi vers la célébrité. Bien que leur rencontre soit souvent présentée comme inoffensive et propice à la carrière, des rapports faisant état de l'intérêt de Davis pour les relations sexuelles avec des hommes ont jeté le doute sur sa véracité. Selon les rumeurs, Davis aurait été le mentor de jeunes artistes autres que Didi. Et c'est dans ce cadre qu'il aurait eu des relations extra-conjugales, tout en promettant à ses protégés un avenir meilleur. C'est en partie grâce à l'aide financière de Davis que Didi a pu lancer avec succès Bad Boy Records après leur relation. Cependant, des rumeurs plus sombres entourent la mort prématurée de Kim Porter. Certains prétendent qu'elle détenait des preuves vidéo des actions bizarres et illicites qui se déroulaient pendant les réunions de Didi. Si ces enregistrements étaient de révéler, ils pourraient démolir l'empire de Didi et révéler le côté obscur du show business. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'authenticité des relations de Didi et sur les répercussions qu'elles pourraient avoir, en raison de l'image compliquée et troublante qu'offre de lui le mélange de relations amoureuses, de soupçons et d'affirmations.
De sombres rumeurs circulent à propos de Diddy, selon lesquelles il aurait sacrifié Kim Porter pour préserver ses secrets. Rares sont ceux qui ont survécu indemnes à ces folles réunions, et encore plus rares sont ceux qui ont eu le courage de parler de leur expérience à d'autres. La drogue, l'alcool et le sexe sont monnaie courante dans les fêtes hollywoodiennes, mais on dit que les célébrations de Diddy vont si loin que même les fêtards chevronnés les trouvent dérangeantes. Il existe de nombreuses images de ces soirées, mais peu d'entre elles sont rendues publiques, ce qui amène les gens à se demander s'il ne se passe pas des choses de plus sombres derrière les portes closes. Des fans ont supposé que Diddy avait besoin d'avoir des relations sexuelles avec des personnes puissantes du milieu, comme Clive Davis, pour assurer sa carrière et lancer ses enregistrements de mauvais garçons. Un tweet a même reflété ce point de vue, spéculant que la dynamique secrète de l'industrie musicale inclurait l'image de Davis en tant que maniaque sexuel. Certains peuvent se désintéresser des choix personnels de Diddy, mais on s'inquiète de plus en plus de la façon dont ils affectent les hommes et les femmes. Les fans ne se contentent pas de parler de son orientation sexuelle. Il s'agit de la vieille rumeur selon laquelle il manipule les artistes potentiels grâce à son influence. On l'accuse de promettre et d'offrir des cadeaux extravagants aux nouveaux venus pour ensuite exiger des faveurs en retour. Ceux qui doutent des intentions de Diddy ont remarqué cette tendance. De nombreuses personnes, motivées, conscientes de l'impact de Diddy sur la réalisation de leurs aspirations, veulent signer un contrat avec le mauvais garçon du monde du spectacle. Mais cela a un prix, car certains accusent de Diddy de profiter de son statut pour initier de jeunes garçons à un mode de vie fastueux qui les oblige souvent à céder à leurs penchants les plus sombres. Nombreux sont ceux qui se demandent jusqu'où Diddy est allé pour conserver sa position et son contrôle, car les ramifications de ces allégations brossent un tableau troublant de la manière dont la dynamique du pouvoir se joue dans le monde du spectacle. Le rappeur Xzibit a décrit une occasion bizarre avec Diddy lors d'une interview accordée à Foxhole Radio en 1992. Diddy l'avait invité, ainsi que l'ancienne mégère Karen Stephens, dans un club. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont allés directement à la zone VIP, mais elle était inoccupée. Ils ont décidé de faire une pause et se sont dirigés vers le hall principal où ils ont dit au revoir à Diddy qui avait d'autres idées. Xzibit et Karen se laissent porter par les rythmes du DJ et s'installent. À l'improviste, Karen leur indique un coin tranquille où Xzibit aperçoit deux hommes, puis un autre où se trouve un danseur solitaire. Xzibit n'avait jamais vu une telle scène spontanée lors de ses sorties en boîte. Étant donné la situation financière stable de Xzibit et son manque d'empressement à chercher des contrats, beaucoup se sont demandé si Diddy ne l'avait pas invité avec des intentions cachées. Diddy ne semblait pas capable de contraindre Xzibit à faire quoi que ce soit de désagréable dans leur relation, qui semblait être platonique. De même, Ja Rule, de son vrai nom Jeffrey Atkins, a eu une relation compliquée avec Diddy, entachée d'accusations de manipulation. Diddy se serait donné beaucoup de mal pour influencer la vie professionnelle et personnelle de Ja Rule, en utilisant souvent Jennifer Lopez, son ex-petite amie. Diddy aurait mis en scène des scénarios pour inciter Ja Rule à sortir avec des femmes pour ensuite entrer dans la mêlée. Cette stratégie, considérée comme manipulatrice, révèle comment Diddy maintient son contrôle sur Ja Rule par le biais de ses relations, mettant en lumière une interaction problématique entre les deux musiciens. L'ancien garde du corps de Diddy, Gene Deal, a révélé des informations troublantes sur la dynamique entourant le magnate de la musique. Il a raconté qu'il s'était rendu avec Diddy dans une librairie exotique d'Atlanta. Ce dernier a utilisé une pile de billets de $100 roulés, sans les compter, pour payer un large assortiment de romans à thème explicite. Ils sont repartis avec un inconnu et un rappeur en devenir, et le lendemain, ils devaient donner un concert en Caroline du Nord. Lorsqu'ils sont arrivés dans la suite présidentielle de l'hôtel, Ja Rule, qui avait réservé la même chambre, les a rejoints. Deal est tombé sur un homme qui se faisait passer pour le cousin de Ja Rule et qui essayait de se frayer un chemin alors qu'il gardait l'entrée. Deal est intervenu et s'est débarrassé du type, puis Diddy et Ja Rule sont sortis en courant, à l'improviste nus et enveloppés dans des serviettes. Ja Rule a informé Deal que le type était en fait son cousin et l'a averti de ne pas entrer dans la pièce. Il se passe beaucoup de choses étranges. Cet épisode a encore suggéré la tendance de Diddy à employer des femmes pour entraîner des hommes dans des circonstances risquées en insinuant que lui, Ja Rule et les autres avaient des relations sexuelles. La marque de vêtements de Diddy, Sean John, a également fait l'objet de graves allégations de violation du Code du travail en 2003. Le National Labour Committee, NLC, un groupe bien connu de défense des droits des travailleurs, a enquêté sur les activités de Southeast Textiles, une usine hondurienne qui produisait une grande partie des vêtements de Sean John. L'enquête a révélé que l'usine avait recours à des pratiques de travail similaires à celles des ateliers de misère, ce qui a soulevé des questions morales et attiré l'attention sur des problèmes plus vastes de droit du travail dans l'industrie de la mode. L'enquête du NLC a révélé des informations inquiétantes sur les conditions de travail à Southeast Textiles.
Environ 80% de la production de l'usine était destinée à la ligne de vêtements de Sean John, tandis que les 20% restants étaient destinés à Rocawear, propriété de Jay. Les employés ont affirmé qu'ils étaient payés un maigre 1500 de l'heure pour chaque t-shirt à manches longues de Sean John qu'ils produisaient, ce qui contraste fortement avec le prix de vente au détail suggéré de 40 $ aux États-Unis. Cette situation a mis en évidence l'écart important entre les revenus de l'entreprise et ceux des travailleurs qui fabriquent ces produits. Au-delà des bas salaires, les allégations ont révélé un certain nombre d'abus violant les droits des travailleurs. De nombreux travailleurs ont indiqué qu'il leur était expressément interdit d'organiser un syndicat, un droit fondamental garanti par les normes mondiales du travail. Cette répression les a laissés sans défense, incapables de manifester pour obtenir de meilleurs salaires ou conditions de travail. Les femmes enceintes ont subi de sévères représailles, certaines ont même été licenciées pour avoir révélé leur grossesse, ce qui démontre le manque flagrant de respect du lieu de travail pour la famille et la santé. Une personne a trouvé l'environnement de Southeast Textiles effrayant et désagréable. Les travailleurs ont déclaré que les superviseurs leur criaient dessus, créant un climat hostile qui les dissuadait de se plaindre. Des directives strictes, comme le fait d'éviter de se regarder pendant le travail, déshumanisaient les employés et favorisaient une atmosphère de peur. En outre, des allégations ont fait surface selon lesquelles les employés étaient contraints de se teindre les cheveux de la même couleur que les t-shirts qu'ils produisaient, ce qui souligne le contrôle strict exercé par la direction sur leur apparence physique. L'usine qui fabriquait les vêtements de Sean John était réputée être bien protégée, avec des gardes armés en service et des grilles noires autour de l'usine. Ce niveau élevé de sécurité suggère que les travailleurs craignaient des troubles, peut-être en raison des conditions difficiles auxquelles ils étaient soumis. Les travailleurs auraient fait l'objet d'une fouille minutieuse à leur arrivée dans l'établissement, ce qui a permis d'accroître le degré de contrôle et de surveillance exercé sur eux. L'atmosphère semblait être conçue pour maintenir l'ordre en intimidant les gens, ce qui ajoutait à l'agitation générale. Lors d'un autre incident survenu en 1959, un différend concernant le clip de la chanson Hate Me Now de Nas a conduit à une violente bagarre entre Sean Diddy Combs et le producteur de disques Steve Stout. Diddy est apparu dans le clip en passant, bien qu'il se soit opposé à une séquence dans laquelle il apparaissait comme une figure christique, se représentant métaphoriquement lui-même. Il a ensuite insisté pour que cette scène soit retirée, mais il a eu l'impression que sa demande avait été ignorée. Lorsque Diddy et Stout se sont rencontrés chez Interscope Records, les choses se sont envenimées. Des témoins affirment que, pendant la conversation, Diddy et certains de ses amis ont violemment attaqué Stout. Après avoir été battu et jeté à terre, Stout a décrit l'incident comme un développement abrupt et imprévu de ce qui avait commencé comme une discussion d'affaires. Diddy a dû faire face aux conséquences juridiques de l'incident. Il a plaidé coupable de harcèlement et a été condamné à verser à Stout 500 $ dans le cadre d'un règlement qui a permis d'éviter d'autres problèmes juridiques. L'argent a été décrit comme des frais de gestion. Cet épisode est parfois considéré comme un précurseur de la propension de Diddy à avoir des accès de violence en réponse à la provocation, une caractéristique qu'il manifestera à plusieurs reprises tout au long de sa carrière. La même année, le rappeur Shin, de son vrai nom Jamal Barrow, est impliqué dans une célèbre fusillade entre Sean Diddy Combs et sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez, dans une boîte de nuit new-yorkaise. 3 passants ont été blessés lors de l'affrontement et Shyne, qui avait signé avec Bad Boy Records, le label de Diddy, a finalement été tenu pour responsable de l'incident. Shyne, qui n'avait que 18 ans, aspirait à devenir rappeur et à faire la fierté de sa mère et de son pays d'origine, le Belize. Cependant, après avoir été pris dans la fusillade de la boîte de nuit, ses objectifs ont radicalement changé. Selon Shyne, Diddy a tiré des coups de feu dans le plafond, déclenchant une réaction en chaîne qui a blessé les 3 personnes. Diddy a par la suite déclaré qu'il avait agi en état de légitime défense. Les charges retenues contre Diddy et Lopez ont été abandonnées par la suite, bien qu'ils aient été momentanément détenus avec Shyne et le garde du corps de Diddy, Anthony Wolf Jones. Cependant, Shyne a été condamné à 10 ans de prison après avoir été reconnu coupable de nombreux délits, dont la possession illégale d'une arme à feu. Il a estimé que les avocats de Diddy étaient allés trop loin en obtenant l'acquittement de leurs clients, laissant Shyne affronter seul les dures répercussions. Cet événement a remis en question la loyauté et la responsabilité dans le monde du hip-hop tout en mettant en lumière les conditions dangereuses qui entourent Diddy. Enfin, Shyne s'est exprimé et a accusé Diddy de l'avoir mis en prison. Selon lui, Shyne est devenu le bouc émissaire de la fusillade de la boîte de nuit lorsque Diddy a fait témoigner des personnes contre lui. Shyne affirme qu'il défendait Diddy lorsque le magnate s'est retourné contre lui, ce qui a gravement nui à sa vie personnelle et professionnelle.
Shyne a été libéré de prison en 2009, après y avoir passé plus de 10 ans, et a ensuite été expulsé vers le Belize. Il a changé d'identité politique et s'est hissé au poste de chef de l'opposition à la Chambre des représentants du Belize. Malgré sa réussite politique, Shyne en veut toujours à Diddy pour sa gestion de l'événement de 1959 et de ses conséquences. Dans le tourbillon de rumeurs et d'accusations qui l'entourent, une ombre plus profonde plane sur Diddy. Le meurtre non élucidé de Tupac Shakur, existe-t-il un lien entre les ennuis judiciaires actuels de Diddy et l'événement infâme qui a secoué l'industrie musicale en 1996 ? Depuis 27 ans, une affaire n'a pas été résolue. Diddy, ancien partenaire commercial de Snoop Dogg et président de Death Row Entertainment, a insisté sur la nécessité d'assumer ses responsabilités lors d'une récente interview accordée à News Nation depuis sa prison. Il s'est dit préoccupé par le fait que ces incidents, dont les jeunes enfants de Diddy auraient été témoins, pourraient avoir de graves répercussions sur eux. En outre, il a laissé entendre que Diddy n'avait pas pu agir seul, évoquant la possibilité que des fonctionnaires de haut rang aient été complices de ces actions illégales. Cette admission d'une implication plus large suggère l'existence d'un réseau de pouvoir qui a pu rendre les activités de Diddy possibles au fil du temps. Selon l'ancien agent du FBI Phil Carson, qui a supervisé l'enquête sur Shakur à Los Angeles, l'affaire pourrait être plus complexe qu'il n'y paraît. Ifide, complice présumé du meurtre de Shakur, a été mentionné parce qu'il pourrait détenir des informations essentielles sur l'affaire. Avec la possibilité d'une condamnation à perpétuité, Ifide pourrait être prêt à travailler avec d'autres pour se sauver. Carson a souligné que les temps changent et que les gens sont souvent prêts à trahir leurs amis les plus proches lorsqu'ils sont contraints de le faire. Davis est un acteur clé dans la tourmente qui entoure Diddy, puisqu'il a affirmé que ce dernier avait ordonné le meurtre de Shakur dans le cadre de la tristement célèbre rivalité entre les rappeurs de la côte Est et de la côte Ouest. Il est probable que l'opinion de Snoop Dogg sur les problèmes de Diddy soit influencée par le passé en raison de son amitié étroite avec Tupac.